Et je ne vais pas faire de sémantique, mais je vais quand même m'appuyer sur un mot-clé de cette table ronde, puisqu'on parle de cybersécurité, bien sûr, mais on parle surtout de résilience. Et autour de cette résilience, justement, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que c'est rebondir? Est-ce que c'est résister? Et donc, pour démarrer cette première séquence, je voulais voir avec Nassira, qui est en ligne avec nous, d'évoquer ce sujet-là, comment, avec humilité, comment, avec notre vulnérabilité aussi d'humain, j'aborde ce sujet-là et comment je travaille en mode résilience pour notamment anticiper, mais aussi gérer les crises de cybersécurité. Nassira? Oui, bonjour. D'abord, je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous. Ce sera pour la prochaine fois. J'ai une petite contrainte de dernière minute. Nassira Selvan, je suis RSSI au sein du ministère de l'Intérieur, mais aussi présidente fondatrice du Cercle des femmes de la cybersécurité. Donc, du coup, si nous revenons sur cette question, comment je travaille en résilience quand je gère justement ces questions de cybersécurité? Oui, j'aimerais déjà revenir sur la notion de résilience dans la cybersécurité et revenir faire un peu d'histoire ou d'historique, où à l'époque on avait des systèmes d'information totalement cloisonnés, totalement fermés, des châteaux forts, on va dire. Aujourd'hui, les systèmes sont ouverts aux partenaires, ouverts aux clients, ouverts pour le cloud, mais aussi ouverts pour les télétravailleurs. On l'a bien vu dans cette période de crise sanitaire que le numérique a permis cette continuité d'activité. Cependant, en ouvrant le système d'information, on a quand même ramené plusieurs vulnérabilités. Donc, l'idée de se dire, j'ai mon système d'information, j'ai mis ce qu'il faut en sécurité périmétrique, aussi bien du réseau, de l'antivirus, du système de prévention, détection d'intrusion, j'ai tout mis en place, donc je ne serai pas attaqué. Eh bien, c'est faux ce postulat parce qu'aujourd'hui, tout le monde est attaquable, tout le monde peut être attaqué et l'actualité est très très riche. Hein, les dernières semaines sont très très riches. Donc l'idée avec la résilience, c'est de dire je peux être attaqué à tout moment. Donc comment je pourrais je pourrais remettre en place mes systèmes, comment continuer mon activité après une attaque. Donc l'idée par la cyber-résilience, c'est mettre en place la stratégie afin de pouvoir à tout moment avoir la capacité à la fois de détecter, de résister aux attaques, mais surtout de rétablir les systèmes après une cyber-attaque. Donc là où on était là où on est sur un déséquilibre entre ce que l'attaquant peut faire et ce que nous, de notre côté, on peut faire, parce que, on va dire, les cybercriminels ou les attaquants, ils vont mettre les moyens, ils ont une seule cible ou plusieurs. Ils savent à quelle heure, à quel moment et quel moyen utiliser pour entrer. Nous, de l'autre côté, il faut qu'on ait la vision large de tout le système, de l'ensemble du système, parce qu'on ne sait pas par où va arriver l'attaque, ni quand, ni comment. D'où l'intérêt, entrée de jeu, au niveau de notre stratégie, de penser déjà comment mettre des systèmes résilients. Ça veut dire comment pouvoir à tout moment, réparer à tout moment, comment pouvoir redémarrer ces activités après une cyberattaque. C'est d'ailleurs, si on regarde la stratégie proposée par le NIST, le modèle NIST, c'est le 5e axe, se protéger, surveiller, réparer, mais surtout travailler la résilience. Merci beaucoup, Nassira. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit avec beaucoup d'humilité, en effet, quand on travaille quand on a vos postes, avec notamment l'intervention d'Éric, qui travaille dans une très grosse structure qu'on connaît tous. Il va se présenter. Et justement, comment prendre conscience, encore plus, je pense, aujourd'hui qu'hier, parce qu'on le sait tous,
avec la crise Covid, le télétravail, les sujets de cybersécurité ont été un vaste sujet. Comment la prise de conscience des entreprises leur permettent, en effet, de rebondir dans un esprit de résilience, mais encore plus fort qu'avant. Eric, si vous voulez rapidement nous dire qui vous êtes, parce qu'on ne vous connaît pas personnellement, mais on connaît très bien l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et du coup, poursuivre l'échange qu'a commencé, du coup, Nassira sur ce sujet de la résilience. Oui, bonjour Gaël, merci. Donc, je suis Eric Vautier, je suis le RSSI, donc c'est un mot un peu barbare pour dire responsable de la sécurité des systèmes d'information du groupe ADP. Donc le groupe ADP, c'est une entreprise qui opère des aéroports, dont les aéroports de Paris, hein, c'est l'origine du nom. Donc effectivement, merci pour l'invitation. Le problème de notre sujet de cybersécurité, c'est que c'est quelque chose de très souterrain, donc c'est bien, on passe en dernier sur l'événement, donc c'est quelque chose de cohérent. On a entendu depuis ce matin des sujets autour notamment de la confiance, l'interopérabilité, etc. Tous ces sujets-là, en fait, il faut un sous-jacent technique dans lequel on a un certain nombre de certitudes. Et ça, c'est un peu le rôle du RSSI, d'avoir cette espèce de vision transversale d'un groupe. Donc un groupe qui peut être très compliqué, comme un aéroport ou d'autres entreprises, évidemment. Et donc l'idée autour de... Enfin, si on veut se focaliser sur la résilience, en fait, le point principal, quelque part, pour la résilience, a été un peu dit par Nassira sur les aspects techniques, c'est la préparation. Et le premier élément de la préparation, c'est tout simplement les dirigeants de l'entreprise, hein, puisque finalement le RSSI viendra soutenir les process les plus critiques. Et donc ça passe tout d'abord par une compréhension exacte de quels sont ces enjeux au niveau de l'entreprise. On a malheureusement, et c'est un peu historique et j'espère que ça change un peu, ça rejoint certains des sujets des tables rondes précédentes, on a toujours vu ça sous un angle très technique. Mais finalement, c'est une solution à un problème. Et le problème, il est de faire en sorte que l'entreprise continue de fonctionner. Enfin, dans un monde idéal, évite d'avoir des conséquences à des cyberattaques. Ça a été dit au tout début de la journée, il y a des millions et ça ne fera que grandir. C'est inévitable. Donc ça, c'est le premier point. Ça part du haut, comme j'ai tendance à le dire. Hein. C'est-à-dire que le dirigeant doit avoir la compréhension et mettre en place une organisation qui permettra de le faire. Donc ça, c'est la partie préparation. La résilience en tant que telle sera plutôt la partie réaction. Si toute notre préparation n'a pas suffi, à un moment, il va quand même falloir gérer. Donc moi, j'ai une chance extrême, c'est d'être dans un aéroport. Donc un aéroport, pour ceux qui ont pris l'avion, il fut un temps où on le faisait tous. Pour ceux qui ont pris l'avion, vous voyez bien que malheureusement, ça se passe rarement comme c'est prévu. Les horaires à la minute, etc., ne sont pas respectés pour tout un tas d'impondérables. Des fois, c'est les passagers qui ne viennent pas à l'heure, des fois, c'est des grèves, des fois, c'est des embouteillages, des fois, c'est la météo. Et puis, on a un nouveau sujet qui est la cybersécurité. Donc, avec la différence par rapport au sujet précédent, c'est celui-ci peut être de plus en plus intentionnel. C'est-à-dire que ça, c'est un changement de mentalité qu'on a du mal à prendre aujourd'hui, c'est qu'on considère qu'on est capable de réagir à des impondérables. Il y a un bouchon, bon. Mais on n'imagine pas que quelqu'un va faire un bouchon pour nous bloquer quelque part. La cybersécurité, c'est ça, en fait. Donc on va se retrouver à devoir penser, donc c'est pour ça que les RSSI sont parfois vus un peu bizarrement, c'est qu'on prend tout de suite le côté quelqu'un va vouloir nous faire du mal, quelqu'un va vouloir perturber notre projet, va vouloir exploiter de manière inappropriée ce qu'on fait. Donc si on reprend par exemple le sujet sur la table ronde précédente sur les données de santé, voilà, l'hôpital a prévu d'en faire un certain usage, on n'imagine pas que quelqu'un va vouloir avoir un usage malveillant de ces données-là. Donc ça a été évoqué, anonymisation, etc., mais il y a tout simplement concurrence. L'hôpital de Nantes va sans doute travailler avec un certain nombre de partenaires et donc se faire rémunérer d'une manière ou d'une autre sur leur production. Les gens qui vont les rémunérer ont des concurrents qui pourraient se dire, on le voit en ce moment avec toute l'attaque autour des vaccins. Bon, il y a sans doute un tas d'éléments géopolitiques, mais il y a aussi tout simplement de la concurrence. Celui qui produit le vaccin aujourd'hui, il prend un avantage et donc il sera également, il aura un certain nombre de retombées positives pour lui. Donc on a cette intentionnalité, et je pense que s'il n'y a qu'un mot à retenir, c'est commencer à penser que quelqu'un va vouloir du mal, dès l'instant que vous allez numériser quelque chose, le mettre en ligne, etc. Donc ça, c'est le premier point, et je vais être assez court sur le deuxième, donc on est dans le forum de la vie connectée. Ça vaut aussi pour les entreprises. Il n'y a plus, à ma connaissance, il ne doit pas y en avoir beaucoup, il n'y a plus d'entreprise qui vit toute seule dans son bocal à dire « je fais tout de A à Z ». Ça a été dit aussi à plusieurs reprises, que ce soit les gros, les petits, comme il y a eu la conversation il y a 2 tables rondes, tout le monde a besoin des autres d'une manière ou d'une autre.
Et donc, on a beau se préparer soi, et quid de tout notre écosystème. Et donc là, il suffit de lire la presse sur les derniers mois. On a même des gros acteurs du numérique qui ont été attaqués, qui ont, encore une fois, intentionnellement. Donc pour certains, c'était pour servir de rebond vers d'autres. Pour d'autres, c'était aléatoire, ça leur est tombé dessus. Et ce qu'on a pu vivre, enfin en tout cas dans le cadre de mes fonctions, c'est que les gens ne sont pas préparés. Typiquement, une entreprise qui fait, une ESN, on ne donnera pas de nom, mais une ESN n'est pas préparée à se dire je vais me faire attaquer, et donc il n'y a pas forcément un processus de gestion de crise. Pas toutes, évidemment, mais un certain nombre n'ont pas de processus de gestion de crise. Il y a un processus de gestion de crise, pareil, dans la résilience, ça se prépare, il faut des gens qui soient entraînés, il faut également inclure tous les éléments de communication, ce qu'on fait rarement. Et donc moi, ce que j'ai expérimenté sur ces derniers mois, c'est que ces sujets-là sont encore embryonnaires dans certaines entreprises qui pourtant ont des chiffres d'affaires assez conséquents. Donc voilà, donc si je devais résumer, c'est intentionnalité, préparation et exercice. C'est des moyens d'assurer la résilience dans un monde connecté comme aujourd'hui. Merci Eric. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la personne suivante n'est pas RSSI, mais c'est un expert judiciaire, mais pas que. Et il est vrai par rapport à ce que vous avez évoqué, sensibiliser, former, travailler aussi sur ces contrats avec les fournisseurs, parce que souvent, on est préparé en interne dans l'entreprise, mais nos fournisseurs ne le sont pas toujours. Donc, être humble et se rendre compte aussi de ça. Donc, Eric, j'ai dit que vous étiez... Denis, pardon. J'ai dit que vous étiez expert judiciaire, mais pas que. Donc, je vais vous laisser compléter le pas que. Mais je vais surtout vous poser une question, parce qu'à travers ce qui a été dit là préalablement, et on va le voir aussi par la suite, il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est que finalement, l'humain n'est-il pas la clé de voûte de la cybersécurité, en amont et en aval? Bonjour tout le monde. Merci pour la très bonne question. Alors effectivement, je suis expert judiciaire, mais pendant mon temps libre, puisque ce n'est pas un métier. C'est un métier complémentaire d'un métier principal parce qu'on doit avoir une spécialité au départ. Et moi, mes spécialités sont la cyber et la protection des données à caractère personnel depuis très longtemps. Donc, j'aborde ces sujets selon deux manières. Soit l'audit, pour ceux qui veulent savoir où ils en sont, avant le procès, avant les problèmes. Soit la formation, pour ceux qui ont envie d'évoluer vis-à-vis de ça, qui veulent soit en faire leur métier, soit devenir des PO, soit tout simplement comprendre cette réglementation avant de devoir la forcer, l'accepter de manière forcée. Donc ça, c'est mon activité principale. Mais moi, je préfère de loin cette activité-là qui consiste à faire de la prévention, à faire de la transmission de savoir avant le procès, avant que les problèmes arrivent. Et ça peut être des problèmes juridiques, mais aussi techniques, en fait. Et moi, vraiment, je préfère de loin avoir les personnes devant moi avant, où on peut discuter, on peut parler à la fois des problématiques, mais aussi des solutions à mettre en œuvre, qui ne sont pas toujours des solutions payantes, pas toujours des solutions hors de prix. C'est très souvent des changements de comportement en fait, qu'il faut adopter, et changer son comportement, ça vaut zéro. Donc le fait de dire on n'a pas d'argent et on ne peut pas mettre, c'est, à mon avis, on ne peut pas faire, c'est pas une bonne réponse. Alors 2020 a été quand même une année assez exceptionnelle pour les entreprises. Alors quand on parle de ça, on se dit oui, Covid, effectivement. Ben non, pas que, parce qu'en fait, le Covid a entraîné des évolutions au niveau des comportements. Par exemple, ça a permis de favoriser le télétravail. Donc du coup, ça a permis à les entreprises ont été obligées d'ouvrir des portes pour que les gens se connectent à distance. Et c'est un problème supplémentaire qui est venu se greffer sur des problèmes déjà existants. Parce qu'en fait, les problèmes en cyber, notamment en cybersécurité, ils existent depuis très longtemps. Ils n'ont pas attendu la Covid pour arriver. Ils existent depuis 2017 concernant tout ce qui est cryptovirus. Ils existent depuis une vingtaine d'années, depuis que en fait, on a ouvert les ordinateurs sur Internet. Donc même, ça date d'un peu plus d'une vingtaine d'années. En fait, on se rend compte que si on regarde ces 5 dernières années, quasiment
quasiment 100% des entreprises ont été touchées. Quand on voit l'actualité, quand on voit le nombre de grosses entreprises, alors n'ont pas été touchées toutes au même niveau. Il y en a qui ont eu carrément une coupure d'activité. Il y en a qui ont pu réagir assez rapidement. Mais il y a quasiment dans toutes les entreprises un virus qui est rentré. Il y a forcément une erreur de manipulation, une donnée qui a fuité. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé dans quasiment toutes les entreprises françaises. Et pourquoi pas ailleurs aussi dans le monde, hein. Mais je regarde pas trop ce qui se passe ailleurs. Déjà en France, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et en fait, je me suis rendu compte que face un peu à la situation que rencontrent les RSSI aujourd'hui, les DSI, mais aussi en fait les chefs d'entreprise et aussi les utilisateurs, eh bien, de manière tout à fait naturelle, il y a eu un changement des comportements. Et en fait, on s'est rendu compte que tout le monde a commencé un petit peu à se remettre en question. Et donc, à la question initiale qui est finalement, est-ce que la cybersécurité est un enjeu majeur de la résilience, je dirais qu'en fait c'est une super opportunité, cette résilience-là, parce que c'est justement grâce à elle qu'on se pose, on prend du recul et on dit bon, maintenant comment on va faire. Et moi, ce que j'ai pu analyser, c'est qu'en fait on pouvait agir sur 3 leviers vraiment différents, et c'est ce que je fais dans mes activités d'accompagnement de formateurs. Le but étant que les personnes s'améliorent. Il y a un premier interlocuteur à qui on va parler une certaine langue que tout le monde ne va pas comprendre. C'est le RSI, le DSI. On va lui parler technique. On va lui parler non seulement avec des mots qu'il connaît, mais aussi on va mettre le doigt sur des habitudes qu'il a acquis au fil des années, parce qu'il a mis en place des procédures, parce qu'il a suivi des cours, parce qu'il suit des tutos qui sont sur Internet, ou alors des explications qui sont dans les bouquins. Mais en fait, on se rend compte que la plupart de ces pratiques, qui sont pourtant de très bonnes pratiques, eh bien, elles sont souvent bourrées de failles que les pirates vont utiliser. Donc, on ne peut pas dire que la personne fait mal son travail parce qu'elle le fait parfaitement, mais ce travail, en fait, souvent tient compte, fait apparaître on va dire des petites failles. Et les pirates, vraiment, eux, ils vont se servir de ça pour entrer dans le système. Et là, le fait d'avoir maintenant le télétravail qui vient se greffer et qu'on ouvre une porte supplémentaire, on ouvre encore de nouvelles failles. Et moi, je me rends compte très souvent que lorsqu'on me demande de faire de la réponse à incident, c'est-à-dire il y a eu un problème, il y a quelqu'un qui est rentré, il y a eu un vol de données, il y a eu quelque chose. Comment, pourquoi? D'ailleurs, même la première question que me demandent les chefs d'entreprise, souvent, c'est qui c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'en veut? En fait, très souvent, non, c'est pas quelqu'un qui leur en veut, c'est quelqu'un qui a eu l'opportunité de rentrer parce que la porte était restée ouverte. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est de modifier le point de vue que peut avoir le RSSI ou les DSI et lui dire, bon, ok, ta priorité, c'est que ça fonctionne, mais ce qu'il y a maintenant, c'est aussi ta priorité de faire le tour de tout ce qui peut être utilisé par un pirate informatique. En fait, même si la porte est fermée, mais elle n'est pas fermée à double tour avec 2 verrous, eh bien, le pirate peut se servir justement de ça, alors que le DSI ou la RSSI a bien fait son travail puisqu'il a bien fermé la porte à clé. Donc, il faut... le paradigme a complètement changé pour eux, et donc il faut les amener à une évolution, à une amélioration de leurs compétences, et ça se fait, de toute façon, il n'y a pas 36 manières, hein, c'est par le biais de formation, de toute façon, c'est... mais qui dit formation dit aussi moyens financiers. Donc, moyens financiers, dans ce cas-là, on va voir un deuxième interlocuteur qui est très important, c'est celui qui tient justement le portefeuille. Et lui, on va lui parler plus responsabilité cette fois. On va lui dire, il y a une réglementation qui existe, aussi bien au niveau sécurité qu'au niveau protection des données. Voilà la règle. Si déjà on respecte la règle, ça sera pas mal. Ouais, mais bon, on n'a pas les moyens, etc. Oui, ok, voilà ce que ça vous coûte aujourd'hui de le mettre en place, mais voilà ce que ça vous coûterait demain si vous ne le respectez pas, que c'est pas en place, qu'il y a des fuites de données et que derrière, finalement, vous avez un problème vis-à-vis de la CNIL ou vis-à-vis des clients ou vis-à-vis de la profession, parce qu'après il y a un problème d'image, il y a un problème de réputation qui vient se rajouter à la liste des pénalités indirectes en fait envers les dirigeants. Et puis enfin il y a un troisième interlocuteur qui est évidemment le plus important, parce que c'est l'utilisateur. Et l'utilisateur, on n'a pas le droit de mettre une caméra au-dessus de sa tête pour savoir ce qu'il fait tous les jours. Donc, Denis, ce que je comprends par là, c'est que la route est tracée, mais elle est longue.
La route est tracée, elle est longue, et c'est qu'une question de volonté. Et c'est là que le dirigeant est très important, parce que aujourd'hui, soit il considère que bon, allez, ouais, la cybersécurité, jusqu'à maintenant, on a tenu, on a survécu, c'est pas très important. Ou alors, demain, s'il m'arrive quelque chose, hop, je glisse sous le tapis, ça se verra pas. Mais il faut changer. Pour respecter le timing aussi, je vais reprendre. J'ai parlé que 2 minutes. Hein. Non, mais j'ai le chrono aussi qui passe et j'ai un peu cette pression-là parce que c'est tellement passionnant qu'on pourrait tenir toute la journée sur le sujet, mais c'est pas le but malheureusement aujourd'hui. Vous avez utilisé un mot important, c'est le paradigme. Ouais. Et justement, je voulais m'adresser à Bénédicte sur ce sujet-là parce que justement, est-ce qu'on n'est pas en plein changement de paradigme en ce moment ? Et dans ce que vous avez évoqué aussi, dans ce changement de paradigme, jusqu'à présent, on opposait business versus sécurité. Est-ce que, justement, dans ce changement de paradigme, Bénédicte, aujourd'hui, c'est pas plus une alliance, une clé de voûte très forte qui est en train de se construire parce que prise de conscience et parce que résilience? Bonjour à tous. En tout cas, ça devrait l'être. C'est vrai Bénédicte, juste quelques mots quand même. Pour vous présenter. Donc, je suis Bénédicte Pilier, je suis présidente du Cybercercle, qui est un cercle de réflexion, de rencontres et d'échanges sur la sécurité et la confiance numérique. Pour reprendre votre question, en tout cas, ça devrait l'être. C'est vrai que pendant très longtemps, la cybersécurité a été finalement enfermée dans un champ assez restreint, soit en termes de périmètre, soit en termes de responsabilité. C'était le service informatique, puis ensuite les RSSI qui en avaient la responsabilité, avec une vision, comme le disait aussi tout à l'heure Eric, restreinte du champ d'application. C'était la sécurité des systèmes d'information, la sécurité informatique, etc. Or, c'est vrai que les choses ont véritablement changé. C'est vrai aussi sur le constat du passé que la cybersécurité était aussi vue comme un élément d'empêcheur de tourner en rond. En gros, on disait souvent que le temps de la cybersécurité n'était pas justement le temps du business. Et c'est vrai que tout ça a considérablement changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu tout au long de cette matinée, le numérique est au cœur des organisations, que ce soit en termes de fonctionnement, que ce soit en termes de relationnel avec son écosystème. On ne peut plus, comme le disait Nassira au départ, vivre avec des systèmes qui sont complètement fermés, sous un format de château fort. Et le numérique est aussi un élément fondamental dans le développement à travers la relation client, à travers la création de nouveaux outils, de nouveaux services via le numérique. Donc on voit que le numérique aujourd'hui, la transformation numérique, et au-delà de ça, le numérique comme levier de développement est au cœur des organisations. Et de fait, quand on part du principe qu'il n'y aura pas de développement sans numérique, qu'il n'y aura pas de numérique sans numérique pérenne, qu'il n'y aura pas de numérique pérenne sans confiance numérique, il n'y aura donc pas de confiance numérique sans sécurité numérique. On voit le lien direct entre le développement des organisations et la sécurité numérique. Et c'est vrai que la sécurité numérique aujourd'hui, comme le numérique est au cœur des organisations, la sécurité numérique est aussi au cœur des organisations. Et qu'à ce titre, elle doit être levée à un niveau stratégique. Et au niveau stratégique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement, comme le disait tout à l'heure l'autre intervenant, Denis, comme le disait Denis, il faut que ça parte du plus haut niveau de responsabilité des organisations, que ce soit la direction générale, que ce soit le comité exécutif, que voilà, les gens qui animent l'entreprise, qui vont faire la stratégie, aient en tête que la sécurité numérique, ça fait partie également des axes stratégiques. Donc il y a cette impulsion, je dirais, verticale à avoir, le fait qu'elle descende ensuite dans les organisations. Et puis ensuite, l'autre enjeu, c'est qu'elle sorte justement du domaine propre du RSSI pour être un enjeu transverse au niveau des métiers et au niveau des systèmes support, des actions support, des métiers support des organisations. Et ça nécessite aussi un changement de culture, un changement organisationnel, puisque derrière, ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'il y ait des échanges entre les responsables de ces sujets-là, les experts de ces sujets-là, et puis les métiers, le juridique, la conformité, bref, qu'il y ait une certaine identité et une culture numérique partagée au sein des organisations. Et ça se travaille. Effectivement, tout à l'heure, on l'a dit, l'humain est au cœur
de la cybersécurité, au cœur de la sécurité numérique des organisations. Encore faut-il effectivement qu'on sache exactement de quoi on parle. Donc ça nécessite effectivement un changement de culture. Et là où on arrive à un changement de paradigme, c'est on voit très bien le lien direct entre la sécurité numérique et le business. Pourquoi ? Tout simplement autour du mot confiance. Quoi de plus fondamental dans les relations de business, dans les relations avec vos clients, avec vos partenaires, en termes d'image, en termes de développement, que la confiance. Et la confiance, aujourd'hui, la confiance numérique, elle se construit à travers la sécurité numérique. Donc effectivement, on est parti d'une vision il y a quelques années où, sans opposer, en tout cas on ne voyait pas forcément le lien entre la cybersécurité et le business, le développement. Aujourd'hui, le lien, il est manifeste à partir du moment où on parle confiance numérique. Et donc on arrive à une conclusion qui est que, bien évidemment, aujourd'hui, en plus, par rapport à l'écosystème dans lequel on est, par rapport à l'espace numérique où le risque numérique augmente, où effectivement, en termes de résilience, il faut se préparer, comme le disait Eric, comme le disait Denis, à faire face à une attaque pour diminuer l'impact, pour diminuer aussi l'impact en termes de business, en termes d'image, en termes de capital, de ce capital confiance qui fonde le business. On voit très bien que la sécurité numérique et le business sont véritablement liés. Et puis j'irai au-delà de ça. Je dirais qu'on aura véritablement gagné en matière de changement de paradigme quand on ne sera pas obligé de faire appel aussi à une réglementation de plus en plus accrue. On l'a vu dans notre domaine. On a une réglementation qui s'est accrue considérablement avec la loi de programmation militaire, ensuite la directive Nice, le règlement EIDAS. Enfin, on a vraiment le RGPD, bien évidemment. On a un cumul de réglementation pour justement inciter les acteurs économiques à faire de la cybersécurité. Là où on aura gagné, là où le paradigme aura complètement changé, c'est quand en fait cette prise en compte de la sécurité numérique dans la stratégie des organisations, elle sera naturelle, parce que justement on aura cette culture et cette compréhension des enjeux qui sera partagée. Merci Bénédicte. Vous le voyez, le forum, cette matinée en fait, est sous le titre de « Comment la tech bouscule la crise ». Et justement, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, j'avais une dernière question pour Stéphane, tout en sachant que j'ai gardé aussi, j'espère, un petit peu de temps pour la fin, mais le sujet est tellement passionnant. Avec tout ce qui a été dit, Stéphane, j'ai l'impression quand même qu'avec ce post-Covid, même si on est encore dans le Covid, mais quand même cette première crise sanitaire que nous avons eue, qu'il y a une prise de conscience des entreprises, qu'elles soient petites ou que ce soit de grands groupes, via les fournisseurs, via les relations extérieures, comme je l'ai évoqué. Comment vous vivez ça ? Bonjour à tous. Donc, Stéphane Menève, je suis le président de Certitude Numérique. Donc, c'est une entreprise de formation et de conseil en sécurité numérique. Et pourquoi Certitude Numérique ? Parce que dans le numérique, finalement, il y a deux certitudes. On sera de plus en plus numérisé, ça a été dit à maintes reprises ce matin, et on aura un incident. Pour le reste, il n'y a pas de certitude. Pour répondre à votre question, je dirais tout d'abord qu'on a parlé de RSSI, on a parlé de services informatiques. Quand on regarde l'ensemble des entreprises sur le territoire, combien d'entre elles ont un RSSI et un service informatique ? C'est vrai pour les grands groupes, c'est vrai pour les entreprises de taille intermédiaire, mais tout l'écosystème, toute la chaîne de sous-traitance, très souvent on est plutôt sur des TPE, des PME, où cette dimension sécurité numérique, elle est portée par personne. Et donc là, on a une vraie difficulté, c'est que si personne est à même d'éclairer le patron d'une entreprise sur les risques numériques, et bien derrière, il faut attendre l'incident pour que enfin ça bouge. Et donc toute la difficulté pour les entreprises, et c'est là où le Covid a accéléré un petit peu la prise de conscience, c'est qu'on a été obligé de basculer dans un monde encore plus numérique, de basculer en télétravail, de basculer des événements comme celui d'aujourd'hui en visio, et comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas une mince affaire. Contrairement à ce qu'on pense, ça coûte pas moins cher, et par contre ça amène beaucoup plus de stress. Ça c'est une certitude aussi. Et donc certaines entreprises se sont dit finalement, je fais quoi ? Je suis obligé du jour au lendemain de basculer vers du télétravail, de basculer vers des nouveaux outils que je n'avais pas l'habitude d'utiliser aujourd'hui. On me dit par ailleurs, parce que je regarde un peu la presse, et puis parce que beaucoup d'acteurs ont communiqué sur le sujet, que ce soit les chambres consulaires, que ce soit l'ANSSI, que ce soit cybermalveillance, que ce soit les opérateurs de télécom. Donc beaucoup de personnes ont communiqué sur le fait qu'il y avait des risques en fait à basculer en télétravail, à faire appel à des outils comme Zoom. Je ne vous explique pas ce que j'ai entendu comme remarque sur pourquoi Zoom, comme visioconférence, on sait qu'il y a des vulnérabilités, d'accord, mais en attendant, on prend quoi comme solution alternative ? Et donc, le choix, il faut se mettre à la place du patron d'une entreprise.
il doit continuer à faire fonctionner son entreprise parce que sa principale préoccupation, c'est de pouvoir payer ses employés à la fin du mois. Et en même temps, eh bien, il doit faire face à des nouveaux usages, à des nouveaux outils, sans avoir la ressource en interne pour l'aider. Donc il y a une prise de conscience, effectivement. Par contre, le problème que l'on a aujourd'hui et sur lequel on doit travailler, mais ça prend un petit peu de temps, c'est quelles sont les solutions qu'on peut amener pour que, finalement, pour une entreprise, quelle qu'elle soit, eh bien, la sécurité numérique se soit intégrée, qu'on n'ait pas à se poser la question. Alors, ça ne fait pas tout, bien évidemment, puisque, comme l'a dit Bénédicte, c'est un changement de paradigme aussi. Il faut comprendre que la sécurité numérique, ce n'est pas qu'un antivirus, ce n'est pas que des solutions techniques, c'est aussi une organisation. Comme l'a dit Eric, c'est aussi se préparer à subir un incident, et donc à éteindre le feu le jour où on a l'incident. Mais on gagnera vraiment quand, d'une part, effectivement, on n'aura plus besoin d'avoir une réglementation pour pousser les acteurs sur le sujet. Et au passage, ce serait intéressant d'avoir un vrai rétexte de l'efficacité des réglementations, parce qu'on parle beaucoup du RGPD, mais est-ce que le RGPD a été vraiment un atout pour les entreprises, ou est-ce que ça a été au contraire une épine dans le pied qui a coûté plus cher et qui n'a pas apporté grand-chose sur le plan de la sécurité numérique? Donc là, il y aura peut-être un travail à faire. Et puis derrière, eh bien, c'est d'apporter des solutions qui soient simples. Comme disait un des senior advisors du CyberCert, il faut faire de la sécurité à la Mickey. C'est-à-dire, vous allez chez Mickey, Walt Disney, il y a de la sécurité partout, dans les parcs d'attractions. Vous ne la voyez pas. Eh bien, quand demain on aura des outils numériques, on aura des comportements numériques, des usages numériques qui intégreront nativement la sécurité numérique, on aura gagné. Et tant qu'on n'aura pas ça, eh bien, on va se retrouver avec un ensemble d'entreprises, de collectivités territoriales aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, d'associations, qui vont être confrontés à un dilemme, et la réponse elle est évidente, c'est soit on va vers des outils numériques pour lesquels on n'a pas forcément un bon niveau de confiance, soit on perd tout simplement le business parce que derrière, quelqu'un d'autre aura fait le choix de prendre le risque d'aller vers les solutions. On a parlé beaucoup des GAFAM. Aujourd'hui, je suis désolé, mais Microsoft, Google, Amazon, tout ça, en termes de sécurité numérique, c'est pas mauvais. Alors après, il y a peut-être des questions à se poser si on a des informations un peu stratégiques, mais en tout cas, la meilleure réponse aujourd'hui qu'on puisse faire à une entreprise, un patron d'entreprise, c'est d'utiliser les produits Microsoft, les produits Google, les produits Amazon, etc. Il y a de la sécurité dedans. Ça fait partie. C'est un business pour ces gens-là aussi. Alors je ne devrais pas le dire parce que mon métier c'est la sécurité numérique, mais voilà. Aujourd'hui, encore une fois, le message important, c'est que si on veut faire progresser le sujet, il faut que la sécurité numérique elle soit native. Sinon, on n'aura jamais l'écoute des donneurs d'ordre, des patrons d'entreprise, qui encore une fois aujourd'hui ont comme seule préoccupation, et je suis bien placé pour le savoir, étant aussi patron, eh bien, c'est de pouvoir payer à la fin du mois le salaire des employés, les charges diverses et variées. Sinon, on met la clé sous la porte. Je dis ça étant moi-même une entreprise spécialisée en sécurité numérique. Parfois, il faut faire un choix, et c'est pas le choix de la sécurité numérique qui est le choix prioritaire, malheureusement. Par contre, c'est pas forcément gravissime. Pourquoi ? Parce que derrière, on sait que tôt ou tard, on aura un incident. Donc, on se pose la question, comment on va traiter l'incident le jour où il arrive ? Et j'en terminerai là-dessus. Moi, le meilleur conseil que je peux donner aux entreprises aujourd'hui, c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour votre activité, en termes d'outils numériques ? 2, est-ce que vous avez engagé quelques séances de sensibilisation pour vos employés. Et je ne parle pas de formation de longue durée, donc c'est tout simplement, de temps en temps, prendre 2 heures à la machine à café pour parler du numérique et des risques associés. 3, est-ce que vous êtes à même de sauvegarder vos données et de les restaurer ? Face au rançongiciel, ça peut avoir son utilité. Et puis 4, question la plus importante, le jour où vous aurez un incident, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous êtes posé la question ? Le jour où il y a un incendie, vous faites quoi ? Vous appelez les pompiers. Demain, vous avez un incident de sécurité numérique, un rançongiciel, une fuite de données, peu importe. Vous faites quoi ? Se poser cette question, anticiper la réponse, eh bien, c'est ce qui nous permettra d'être le plus résilient possible dans un contexte où, de toute façon, on n'aura pas le choix, tôt ou tard, quelle que soit notre bonne volonté, se protéger ne sera pas suffisant, il faudra réagir. Stéphane, merci beaucoup. Comme vous l'avez vu, j'avais voulu démarrer cette table ronde autour d'un mot qui était la résilience, et je voulais finir chacun par un de vos mots, justement pour la terminer. C'était pas prévu, donc voilà. Qui veut se lancer pour finir ? On a très très peu de temps, quelques secondes. Bon, moi, je vais pas être très original, je vais reprendre celui que j'ai dit tout à l'heure. C'était vraiment préparation, et ça rejoint le point de Stéphane. Moi, je mettrais collaboration, parce qu'il y a un point aussi qu'on a abordé tous, c'est le fait que la sécurité numérique, c'est pas le fait au sein des organisations, mais également, effectivement, avec
l'environnement dans lequel on est. Donc la dimension de collaboration, de travail en commun, c'est fondamental. Merci Bénédicte. Peut-être 2 mots, cohérence dans les choix et bon sens. Le bon sens paysan, c'est qu'on ne construit pas un chalet en montagne dans un couloir d'avalanche. Le numérique, c'est un peu pareil. Merci Stéphane. Denis. Et moi, juste un seul mot, prise de conscience et action. Parfait. Et pour finir, Nassira, votre mot, c'est sensibilisation. Sensibilisation, responsabilisation. Merci beaucoup.